Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a eu vendredi une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne dans le cadre de l'organisation pratique du sommet Afrique-Union européenne prévu ici à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Dans cette édition, nous parlerons du choix des manuels scolaires au niveau de l'enseignement primaire et secondaire par le ministère de l'Éducation nationale. Et ce sera avec notre reporter Juliette Ouya. Et puis en France, ce matin, un homme qui a tenté de dérober l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle à l'aéroport d'Orly, en région parisienne, a été abattu. Une opération de police est toujours en cours dans la zone. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1, nous vous le disions dans nos titres, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan, a eu vendredi une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne dans le cadre de l'organisation pratique du sommet Afrique-Union européenne prévu ici à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Viviane Aïmer. À 9 mois de la tenue ici à Abidjan du sommet Afrique-Union européenne prévu pour les 29 et 30 novembre prochains, parties ivoiriennes et européennes se concertent sur l'organisation pratique de cet important événement qui va enregistrer la présence de nombreuses personnalités de haut rang. Ce vendredi 17 mars, le vice-président de la République a eu une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne composée de spécialistes en logistique. Prenaient part à cette réunion les ministres des Affaires étrangères Marcela Montano et de l'intégration africaine Ali Koulibaly. La délégation de l'Union européenne était conduite par l'ambassadeur Jean-François Valette qui, à l'issue de la réunion, s'est dit confiant quant à la capacité des autorités ivoiriennes à relever le défi de l'organisation. Nous avons beaucoup parlé des conditions d'organisation du sommet, des nombreux invités qui seront présents dans ces circonstances et de la manière surtout de faire de ce sommet un succès, bien sûr pour l'Afrique, pour l'Europe, pour notre partenariat, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Il y aura donc une partie bien sûr politique qui sera la plus importante, la plus visible, mais il y aura aussi d'autres parties concernant par exemple l'investissement des entreprises et en particulier l'investissement des entreprises européennes. On a évoqué tous ces sujets et également, comme je le disais, les conditions d'organisation pratiques et matérielles. Nous sommes encouragés, en tout cas, par la volonté et la détermination des autorités ivoiriennes de tout faire pour que le sommet se passe de manière efficace et en même temps qu'il soit un grand succès. Et vous voyez aujourd'hui que nous avons dialogué à très haut niveau avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur autour de ce grand événement. Cette première rencontre sur l'organisation pratique du sommet sera assurément suivie par d'autres. Viviane Aïmer, le cholène chute, la maladie du cacaoyer continue de sévir en Côte d'Ivoire. Pour freiner cette maladie qui peut faire baisser la production du cacao dans notre pays, l'État a inscrit au programme présidentiel d'urgence un programme dénommé Programme présidentiel de recherche sur la lutte contre le cholène chute. Perpétuellement, Patricia Omouetia. La culture cacaoyère ivoirienne est fortement menacée par la maladie du choulen chute. Cette grave maladie du cacao est réapparue en Côte d'Ivoire en 2003. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le programme présidentiel d'urgence, lutte aux côtés du Centre national de recherche agronomique contre le choulen chute. Nous avons mis au point un catalogue qui permet aux paysans de pouvoir connaître les maladies, les manifestations, des variétés qui permettent de résister contre la maladie, des pratiques agricoles qui puissent aussi permettre aux paysans de pouvoir revenir sur les stades. Et je pense qu'aujourd'hui, ça porte fruit. Les actions concrètes sont déjà menées sur le terrain et les planteurs sont formés par des agents de vulgarisation afin de reconnaître les symptômes de cette maladie. La grande récolte de 2003, pendant que je faisais 1 tonne 300 à une seule récolte, j'ai fait 41 kilos. Et aujourd'hui, ça varie. J'ai fait 600, 700, 800 et aujourd'hui 900 kilos. Donc on est content. Je voudrais bien que le CNRA, à travers tous ceux qui ont conclu, continue ce boulot-là pour que tous les paysans soient dans le même cadre. Au début, on accusait les sorciers.
que c'est les sorciers qui détruisaient les champs. Oh, on se faisait du tort. Mais aujourd'hui, on a suivi ce que le Dr Taï nous a demandé. En tout cas, on ne regrette pas. Nous sommes contents aujourd'hui. Pendant 2 jours, toutes les parties prenantes à la lutte contre le Schulen-Schutt seront outillées pour faire face au mal, source de nombreuses pertes de production. La noix de cajou sort frauduleusement et cela de plus en plus de la Côte d'Ivoire. Les responsables de la filière ont donc décidé de mener des campagnes de sensibilisation dans plusieurs localités pour arrêter la saignée. Léon Broukwame, RTI Boaké. Fleuve Lalérabé, département de Ouangolo-Dougou. En saison sèche, pas uniquement frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et ses voisins du nord, mais aussi boulevard de transit frauduleux de la noix de cajou ivoirien, notamment par les villages riverains de Kadarvogo et Nafungolo à la frontière ivoiro-burkinabé. Cette esplanade-là, qui est là, c'est un parking où vous avez les camions du Burkina qui stationnent là, et vous avez ceux de la Côte d'Ivoire qui viennent là. Ils font les échanges de camions. Je prends le cas de Ouangolo. Lors de la campagne 2014-2015, nous avons eu une production de 3300 tonnes et la campagne passée, 1700 tonnes. Donc vous voyez, la chute de production est due certes aux mauvaises conditions climatiques, à la sortie illicite des produits. À la frontière ivoiro-malienne, Toumoukoro et Gouéa constituent les portes de sortie de la noix de cajou. Nous sommes dans la région de la Bagoué, comme dans le Tchologo, une seule motivation de la fuite de ce produit, la concurrence des pays limitrophes. C'est la règle de l'offre et de la demande. La Côte d'Ivoire a beaucoup de produits. Les pays limitrophes ont mis des petites structures de transformation de première main. Et du coup, nous assistons à une fuite de nos produits vers ces pays-là. Sensibiliser autorités administratives, militaires et population à l'effet de constituer une brigade mixte de lutte contre la fuite du produit. Voilà qui explique cette tournée des acteurs de la filière anacarde dans le Tchologo et la Bagoué, ces régions qui ont enregistré la campagne 2016, une baisse respective de 4 000 et 10 000 tonnes sur leur production de noix de cajou. Chaque fois que les dosos vont saisir 1 kg qui part de la Côte d'Ivoire et en particulier du Nafungolo pour les pays étrangers, ils vont appeler les patrons et ils vont le mettre à la disposition de ces patrons. Membres de cette mission de sensibilisation, les délégations régionales du Poro, Tchologo et Bagoué du Conseil Coton Anacarde, représentant 20% des 700 000 tonnes, la production nationale de noix de cajou. Autre information, le ministère de l'économie et des finances, la Banque mondiale et le groupe expert en finances inclusives CGAP en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement durable ont organisé un atelier de restitution des études réalisées sur la problématique de l'inclusion financière des petits exploitants agricoles et des instruments de soutien à la finance. On en parle avec Koné Pargasoro. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Elle contribue pour 22% au produit intérieur brut PIB et génère 55% des recettes d'exportation. Le développement agricole a donc un rôle clé à jouer dans la réduction de la pauvreté dans la mesure où, en milieu rural, l'indice de la pauvreté est de 56,8% contre 35,9% en milieu urbain. Malgré ce rôle majeur dans l'économie ivoirienne, l'accès aux services financiers pour les producteurs agricoles et petites et moyennes entreprises PME agricoles est limité. Ainsi, les petits exploitants agricoles ne peuvent bénéficier de services financiers pour le développement de leurs activités agricoles ou pour faire face aux besoins de leurs ménages. Un atelier de restitution des études réalisées sur la problématique de l'inclusion financière des petits exploitants agricoles et des instruments de soutien à la finance agricole, donc en vue de changer l'environnement dans lequel les petits exploitants opèrent, mais aussi leur permettre d'être épanouis. L'initiative est du ministère de l'Économie et des Finances, de la Banque mondiale et du groupe expert en finances inclusives CGAP en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un espoir avec le mobile money puisque 27% d'entre eux ont un compte de mobile money. Donc l'utilisation de ce canal, nous pensons, pourrait favoriser le développement de l'inclusion financière, mais nécessite
bien évidemment des partenariats avec des institutions financières, bancaires ou de microfinance. Vous connaissez tous l'importance du secteur de l'agriculture pour notre économie. Et donc, il est urgent pour nous de trouver des solutions pour que, en plus de ce que l'État fait comme financement direct à travers ce projet, que tout le secteur bancaire puisse mettre ses ressources à la disposition de notre développement agricole. Pour cette enquête nationale sur la problématique de l'inclusion financière, environ 3019 ménages et plus de 5000 membres adultes de ces ménages ont été visités au premier semestre de l'année 2016. Changeons de sujet pour parler de santé du cancer du col de l'utérus qui préoccupe l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi justement elle a décidé d'accentuer la formation des professionnels de la santé de la région africaine de l'OMS sur cette maladie. Malika Koulibaly. Intensifier la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Afrique, une préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Un atelier sur la question est organisé afin de rendre plus efficace cette lutte. Cette lutte comprend une première partie qui est la prévention primaire. La prévention primaire consiste à faire la sensibilisation et de la vaccination chez les adolescents. Les personnes vaccinées n'attraperont pas la maladie, donc seront susceptibles d'être protégés pendant toute leur vie contre cette maladie. Cet atelier permettra de rendre compte du travail qui est en train d'être fait pour le dépistage, la prévention et la prise en charge du cancer du col de l'utérus en Afrique. Ce sont une quarantaine d'experts en cancérologie, virologie et anatomopathologie qui ont pris part au séminaire sur ce problème de santé publique. Sur les 20 pays qui ont les taux de cancer les plus élevés, 16 sont en Afrique. Les 4 autres sont en Amérique latine. C'est vous dire l'importance de ce problème pour nos gouvernements. C'est-à-dire que le cancer du col doit être considéré comme un problème majeur de santé publique. On peut même dire un problème majeur de développement parce que si notre population n'est pas en bonne santé, bien entendu, cela va déteindre sur le développement de nos pays. Cette rencontre, qui a duré 3 jours, avait pour cible quelques pays francophones de la région africaine de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le handicapé de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody viennent de bénéficier de matériel roulant. C'est un don de la mairie de Cocody, nous dit Malika Koulibaly. Des fauteuils médicalisés, des béquilles et plusieurs autres matériaux aux handicapés de l'université de Cocody. Un don de la mairie de la commune, ce don permettra aux étudiants handicapés de se déplacer facilement vers les amphis. Le campus est vaste. Ils sont logés ici, certes, mais ils prennent les cours et les cours, des fois, sont très distants de leur lieu de résidence. Pour s'y rendre, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais ils sont obligés d'y être à l'heure, au cours. C'est pourquoi c'est petit matériel pour aider certains pour l'instant, et puis d'autres après. Ngouanka Mathias a promis faire davantage pour le bien-être des handicapés de sa commune. Ce qui réjouit le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, qui a profité de l'occasion pour faire quelques doléances. Nous sommes heureux, nous sommes très contents. Il y a longtemps, on a attendu ce moment et je pense que M. le maire a attendu notre cri de cœur et nous lui serons reconnaissants. La difficulté que nous éprouvons d'abord sur l'espace universitaire, c'est le problème de déplacement. Il faut dire que depuis le départ nouveau, depuis la réouverture des universités, les taxis ne sont pas autorisés à rentrer au campus et cela cause vraiment un problème de mobilité aux étudiants handicapés. Ce sont au total près de 340 millions de francs CFA en matériel pour handicapés que le maire de la commune de Cocody a offert à plusieurs autres associations d'handicapés de la commune. Le français, les mathématiques, l'histoire et la géographie, bref, sont des matières enseignées dans le système éducatif ivoirien au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Comment les manuels scolaires relatifs à ces disciplines sont-ils choisis par le ministère de l'Éducation nationale? La réponse avec Juliette Ouéa. Je suis mère de famille, je constate qu'on change trop les livres scolaires, donc on doit revoir ça. Ça ne nous arrange pas, c'est dur pour nous. Si on est toujours obligé de payer vraiment, c'est dur, c'est difficile pour nous. Ce mécontentement apparaît fréquemment chez les parents d'élèves. Mais il n'en est rien selon le ministère de l'Éducation nationale.
Les manuels scolaires sont plutôt changés tous les 5 ans, cela relativement à l'évolution des méthodes pédagogiques. Nous n'avons pas changé les livres. Le programme a changé, mais on n'a fait qu'adapter les manuels de CPS, CP2 au programme en vigueur actuel. Donc c'est maintenant seulement que nous avons changé. Comment alors le ministère de l'Éducation nationale choisit-il les livres qui sont étudiés dans l'enseignement primaire et dans le secondaire? Une commission nationale composée du ministre de l'Éducation, de l'inspecteur général de l'Éducation nationale et du directeur de la pédagogie se réunit annuellement à partir du 15 mai pour faire le choix des ouvrages scolaires. Plusieurs critères sont à considérer. La Côte d'Ivoire a une politique éducative. Donc, si un document ne respecte pas le programme, déjà ce document est éliminé. Et vous avez aussi des critères tels que les stéréotypes. Vous allez remarquer que dans les anciens livres, les petites filles étaient amenées à laver les assiettes, les petites filles étaient à la cuisine. On montrait toujours des femmes à la cuisine. Et le petit garçon passait le temps à jouer au ballon, ainsi de suite. Et cela n'est pas bon, parce que ça amène dans l'esprit de la femme, ça nous amène à dire que la femme est faite pour le foyer. Vous ne verrez pas cela dans nos livres aujourd'hui. À noter également que parmi les manuels scolaires, on distingue le livre du maître ou du professeur, qui est souvent associé au livre de l'élève. Le document du maître et celui de l'élève vont ensemble, mais néanmoins, le maître a le livre de l'élève. Il faut que lui il laisse ça pour pouvoir faire ses fiches. Nous, en français, on utilise aussi les œuvres. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était l'ordonnance de Soro Gefala. Mais cette année, nous avons choisi Jour d'angoisse de Joël Koné. Et c'est accompagné d'un facilitateur didactique. Mais l'enseignant doit-il impérativement recourir au manuel scolaire pour dispenser les cours? Pour que le cours soit bien mené, l'enseignant doit prendre des exemples dans le livre, il doit partir des illustrations. En Côte d'Ivoire, les écoles privées confessionnelles ou laïques ont souvent au programme des ouvrages différents de ceux utilisés par l'enseignement public. Cette année 2016-2017, en français, nous utilisons « Je lis et j'écris ». En mathématiques, le livre « Cristal ». Le public utilise le manuel « École et Nation » en français comme en mathématiques. Selon la convention qui lie l'enseignement catholique à l'État de Côte d'Ivoire, la possibilité est donnée à l'Église catholique, sinon à l'enseignement catholique, de faire un choix, de faire des choix de documents, de manuels qui peuvent leur convenir. L'État ivoirien, pour permettre la scolarisation de tous les enfants de l'enseignement public, du cours préparatoire au cours moyen, leur offre gratuitement et annuellement les manuels scolaires. Déjà pour l'année académique 2015-2016, 3 606 972 livres ont été distribués aux cours préparatoires 1 et 2 sur tout le territoire national. Un reportage de Juliette Ouya. Deuxième édition de Rendez-vous de la jeunesse RDJ, une plateforme de rencontres et d'échanges entre les jeunes diplômés et des chefs d'entreprise. Lors de cette deuxième édition, les jeunes ont été invités à avoir l'esprit de créativité. Isaïe Ochodan. Créer un cadre d'échange entre les jeunes diplômés sans emploi et des chefs d'entreprise. C'est l'opportunité offerte par les rendez-vous de la jeunesse RDJ aux jeunes afin de se doter d'un esprit d'entrepreneuriat. Sans modèle, la jeunesse ne peut pas être modèle dans la vie. Sans repère, la jeunesse ne peut pas être repère dans la vie. Sans exemple, la jeunesse ne peut pas être exemple dans la vie. C'est la raison pour laquelle nous avions dit qu'il serait intéressant de créer un cadre au cours duquel nous permettons aux jeunes et aux professionnels de se rencontrer dans une seule salle afin d'échanger, afin de partager les expériences. Ce rendez-vous permet à la jeunesse de se reconstituer avec les professionnels, d'être en contact avec ces professionnels qui ont déjà fait leurs expériences et qui permettent à cet effet à la jeunesse de faire leur premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Une initiative qui permet aux chefs d'entreprise et responsables des ressources humaines de partager leurs expériences. Les jeunes qui sont en quête d'emploi, moi je les encourage à venir assister à ce genre de rendez-vous parce qu'à ce genre de rendez-vous, il y a beaucoup d'opportunités
notamment les offres d'emploi que les entreprises partenaires vont venir offrir. Et nous qui sommes à la direction des ressources humaines, nous pouvons leur donner des informations. Il faudrait donc instruire la jeunesse montante pour leur dire, si vous entreprenez, vous pouvez mieux vous organiser pour vous-même, pour la famille que vous allez créer et pour votre village, votre région. Vous devez impacter d'abord votre génération. Des RDJ, un rendez-vous mensuel. La prochaine édition est prévue dans la première quinzaine du mois d'avril. Et tout à fait autre chose à présent, les filles de maison viennent d'être célébrées par l'organisation non gouvernementale Ma Maison. Une journée dénommée Naniz Day pour reconnaître le travail qu'elles abattent au quotidien. Aurélia Drukula, Eric Goré. Gérer un foyer s'avère parfois difficile et pas aisé pour les femmes qui ont des activités. Pour alléger leurs tâches, certaines d'entre elles préfèrent trouver refuge chez des filles de maison appelées servantes pour s'occuper du ménage ou prendre soin des enfants. Cependant, la qualité du service de ces employés de maison ne fait pas toujours l'unanimité. Les filles de maison, elles sont à la fois gentilles et aussi mauvaises. Il y a certaines, quand elles viennent, elles sont travailleuses, mais en dessous, grandes voleuses, parce que j'ai été victime. Pour rehausser l'image de ces filles et leur permettre d'avoir la formation adéquate pour un service de qualité, l'ONG Ma Maison a décidé de mener des actions fortes. Le travail de maison n'est pas considéré comme un métier, c'est considéré comme quelque chose que les filles viennent faire parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Le travail de maison, c'est un métier comme un autre. Elles peuvent vivre ce travail-là si elles ont appris le travail de maison. Nous sommes à notre deuxième édition de Naniz Day. C'est pour montrer vraiment que ce n'est pas de l'utopie. J'ai créé ce centre pour venir en aide à toutes les femmes qui cherchent la qualité et à toutes les filles qui veulent faire du travail de maison leur métier. Une journée dénommée Naniz Day, dédiée à ces employés qui sont au quotidien à la tâche pour satisfaire leur employeur. La loi est claire. La spécificité qui fait que ces personnes sont au service de domicile, de foyer, ne doit pas empêcher qu'on assure leur protection sociale. À cette journée, les participants ont été entretenus sur la professionnalisation du métier de la femme de ménage, de la précarité de l'emploi à la sécurité sociale. Mercredi dernier, c'était la journée mondiale des consommateurs. Pour l'occasion, la Fédération ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, a initié un panel des représentants du secteur du transport, de la poste et du monde du numérique ont échangé avec les consommateurs sur le droit à l'ère du numérique. Franck Quadio. La protection du consommateur à travers un texte de loi, cela a été fait depuis juin 2016 avec l'adoption du Code du consommateur. Le gouvernement doit encore communiquer sur ce code-là, permettre aux consommateurs que nous sommes de savoir qu'il y a un code qui existe et que ce code-là protège entièrement les consommateurs que nous sommes. La réflexion se poursuit cependant. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, à la faveur de la Journée mondiale des consommateurs, explore la question de l'accès au transport, mais surtout le droit des consommateurs face au numérique. Un panel est initié. C'est un atout puisque ça facilite le déplacement, surtout que la Poste se propose aujourd'hui. Donc il va nous faire épargner de déplacements, on gagne en temps et puis on gagne en argent. Les droits du consommateur à l'ère du numérique, le thème retenu d'ailleurs à l'international cette année, des échanges fructueux autour de plusieurs préoccupations du moment. Notre souci, c'est d'arriver à mettre en place des services qui puissent effectivement vous faciliter la vie. Ce qu'il faut, de la même façon qu'on a des opérateurs de téléphonie, de télécommunications, d'Internet, la Poste veut se positionner et va se positionner comme l'opérateur des services aux citoyens. Une initiative à poursuivre, mais il s'agit surtout pour la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, éduquer le consommateur à connaître ses droits afin de mieux accomplir sûrement ses devoirs. La mairie de Grabo, dans le département de Tabou, a organisé une journée consacrée au développement. Les autorités municipales de Grabo ont à cette occasion fait le bilan de leurs actions de développement au profit des populations. Thérèse Tapeyoboué. Inauguration d'une école de 6 classes,
d'une radio locale, d'un préau au centre de santé urbain, mise sous tension du quartier baoulé de Grabo, dons de broyeuses aux femmes, dons de tables-bancs aux écoles, subventions à des associations, dons de poubelles et d'équipements divers à la population locale, étaient au menu de cette journée consacrée au développement. L'objectif de toutes ces actions, au dire de Martin Douboyo, maire de Grabo, est de sortir la localité de sa léthargie et d'œuvrer au bien-être et à l'épanouissement des populations. Le maire s'est également réjoui du retour de la paix dans sa commune et dans tout le département de Tabo. Ce climat de paix a permis la réalisation de ces nombreux projets. Les différents porte-paroles des populations ont demandé à tous de s'engager aux côtés des autorités locales dans leurs efforts de développement. Le sous-préfet de Grabo, Djibril Traoré, a quant à lui félicité l'équipe municipale pour le travail abattu et demandé plus de solidarité, d'entraide et d'entente entre les cadres de la région pour donner un nouveau visage à Grabo. Il a félicité tous les ex-réfugiés de la crise post-électorale qui sont retournés à Grabo et invité ceux qui sont encore au Libéria voisin à venir prendre leur place dans le processus de paix et de réconciliation. Le projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire a démarré en 2015. Il vise à démontrer à partir d'études scientifiques que la traite négrière et l'esclavage ont un coût sur l'actuel territoire de la Côte d'Ivoire. Sèche Colliard. Reconstituer les traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que le ministère de la Culture et de la Francophonie, aidé en cela par l'UNESCO, assigne à l'équipe d'experts chargée de conduire le projet La Route de l'esclave. L'actuel territoire de la Côte d'Ivoire a-t-il servi de cadre au marchandage d'esclaves noirs? Existe-t-il des indices matériels et immatériels? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de présomption. Ce sont des certitudes. Il reste maintenant à trouver les informations pour essayer de situer la place de notre côte dans cette traite. Ce travail de mémoire, entamé en 1994, puis abandonné du fait des crises successives en Côte d'Ivoire, a été relancé en 2015. L'étude a permis de localiser des sites identifiés comme lieux de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière. Tous les détails de ces informations sont contenus dans le rapport d'étape 2016 présenté par le ministère de la Culture et de la Francophonie à l'UNESCO. Dès que nous avons appris que des esclaves seraient passés en Côte d'Ivoire, l'UNESCO s'est intéressé à appuyer la Côte d'Ivoire pour mener des recherches scientifiques afin de pouvoir documenter ce passage-là et le comptabiliser au compte des acquis du projet Route de l'esclave. Les travaux qui ont été réalisés sont d'excellente qualité et des travaux très avancés qui ont besoin d'être affinés et approfondis, notamment par des travaux archéologiques qui vont être bientôt entamés. La reconstitution des traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire est un devoir de mémoire et de valorisation du patrimoine historique de la Côte d'Ivoire. Le projet La Route de l'esclave, dans sa phase actuelle, va s'étendre jusqu'en 2019. Un reportage de Serge Colliard. Autre titre de cette édition, en France, ce matin, un homme qui a tenté de dérober l'arme d'un militaire de l'opération Sentinelle à l'aéroport d'Orly, en région parisienne, a été abattu. Une opération de police est toujours en cours dans la zone. Plus de 3000 personnes sont évacuées, mais le trafic pourrait reprendre les heures à venir. Au Pérou, des pluies diluviennes s'abattent sur le pays. Ces pluies provoquées par le phénomène El Niño avec le réchauffement des températures à la surface de l'océan dans le Pacifique ont donc déclenché des débordements de rivières et des glissements de terrain faisant 62 morts et plus de 7000 sans-abri. Et terminons avec cette information. L'administration du président
américain Donald Trump a annoncé hier vendredi avoir fait appel d'une suspension partielle par un juge fédéral de l'État du Maryland du second degré migratoire qui interdit temporairement l'entrée aux États-Unis d'Amérique des réfugiés et des ressortissants de 6 pays musulmans. L'appel a été déposé devant le tribunal fédéral de Great Bend dans le Maryland. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.